Heureuse de vous retrouver pour ces nouveaux échanges citoyens. Mesdames, Messieurs, comme vous le connaissez, Échange citoyen est un cadre qui reçoit pour vous des acteurs politiques avec qui nous abordons des questions d'actualité politique de notre pays. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Noël Tchani Mwadianvita, avec qui évidemment nous allons aborder les questions d'actualité. Bonjour M. Noël Tchani Mwadianvita. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Et comment vous allez? Je me porte à merveille, en très bonne santé. Voilà, déjà nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons parler premièrement des consultations lancées par les chefs de l'État qui a suscité l'agitation au sein des états-majors politiques de notre pays. Alors, personnellement, comment avez-vous accueilli cette annonce? J'ai accueilli l'annonce de l'appel du chef de l'État aux consultations populaires avec beaucoup de joie, étant donné que avant d'annoncer cet appel, le chef de l'État a fait le diagnostic de la situation du pays et est arrivé au constat que nous avions déjà fait depuis très longtemps d'ailleurs, que les choses ne marchaient pas bien, que le pays était très mal géré et que les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que peuple, en tant que pays, n'étaient pas résolus. Dans tous les domaines d'ailleurs. Sur le plan sécuritaire, on a toujours l'insécurité à l'est de la République, mais également sur le reste du territoire national. Sur le plan des grandes infrastructures, l'accès aux services de base, l'eau, l'électricité, les services de télécommunications, nous avons toujours moins de 10% de la population qui ont accès à ces services-là, c'est-à-dire 90% de la population congolaise n'ont pas accès à ces services de base. Dans le domaine de l'éducation, malgré la proclamation de la gratuité de l'enseignement, nous avons des enfants qui vont dans les écoles et qui ne reçoivent pas les enseignements. Bref, dans tous les domaines, ça ne marche pas. Le chef de l'État a dit qu'il reconnaît qu'il était lié par ce qu'on appelle l'accord FCC-CACH et que la gouvernance du pays actuellement a été faite dans ce cadre-là. Il a failli quelque part? Il a reconnu que ça ne marche pas. Et moi, je pense qu'il faut saluer ce courage-là. Quand vous êtes un homme d'État, quand vous êtes un président de la République, il ne faut pas vous obstiner à dire que tout va bien. Quand ça ne marche pas, vous faites le diagnostic en tant qu'un homme responsable. Vous vous dites, ça ne marche pas, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'il a dit, le pays était géré dans un cadre restreint, dans le cadre d'un accord qui met autour de la table le FCC et le CACH, excluant la grande portion de la population congolaise qui ne se retrouve pas dans cet accord-là. Il a fait ce diagnostic et il a dit qu'il ne peut pas continuer à être lié par un accord qui ne respecte pas les prérogatives du peuple congolais, le droit du peuple congolais à avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation de base, aux soins de santé, dans tous les domaines. Et il a dit, je voudrais maintenant entendre tout le monde. Je voudrais vous recevoir tous dans le cadre de ces consultations qu'il a amenées. Et après vous avoir entendu, je reviendrai vers vous avec les décisions que je vais prendre en tant que chef de l'État investi au terme de la Constitution, avec des prérogatives constitutionnelles qui le mettent donc au centre des actions qu'il faut mener pour développer le pays. Et dans son adresse, on l'a entendu parler de l'union sacrée. La nation serait-elle désormais en deux camps, l'axe du mal et celui des nationalistes? Parce que là, on ne comprend pas. C'est son allié proche qui essaye de le noyer. Et là, il débute avec les consultations. Donc, on retourne à la case départ. Et maintenant, qui est le diable dans ces cas? Bon, je ne pense pas que le chef de l'État ait approché les choses en termes de diable et puis de saint. Il a juste dit qu'en tant que Congolais, nous devons reconnaître que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça ne sert à rien de diaboliser qui que ce soit. Il invite tout le monde à cette table de consultation. Et d'ailleurs, c'est ça le point essentiel qui montre qu'il ne veut pas diaboliser donc une personne. Il reconnaît que ça n'a pas marché et qu'il y a des gens qui ont entrepris des actions pour empêcher la réussite de l'action gouvernementale. Il voudrait entendre tout le monde. Ceux du FCC, ceux de la force du changement, ceux d'autres regroupements politiques,
de la société civile, des confessions religieuses, tout le monde, toute la population congolaise, il va les entendre à travers donc leurs leaders qui représenteraient donc leur groupe d'opinion. Voilà, et après les avoir entendus, on va constituer ce qu'il appelle l'union sacrée, c'est-à-dire une équipe nationale qui regroupe tout le monde. Quand on forme les léopards, vous savez quoi? Les léopards, on sélectionne les meilleurs. Quelle que soit l'origine de ces meilleurs de ces joueurs-là. Vous pouvez être du tout-puissant Mazembe, de Sangabalende, de FC Chinkonku ou bien de Vita Club, quelle que soit l'origine de votre équipe ou de votre province, de votre affiliation politique et consort, on vous sélectionne parce que vous êtes les meilleurs, on vous met dans les léopards pour que nous puissions gagner sur le plan africain, mais également sur le plan international. Voilà, c'est ce qu'il veut faire. Il va contacter les leaders politiques et sociaux. Alors, pensez-vous être de ces leaders qui seront aussi consultés? Bon, je ne connais pas les critères qui vont être utilisés, mais je pense que je suis suffisamment représentatif. Je draine derrière moi une grande portion de la population qui croit dans la vision que j'ai présentée au peuple congolais, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Partout où je passe, il y a des gens qui viennent vers moi qui disent « Nous croyons en vous, nous croyons dans vos idées ». Le chef de l'État est tout à fait souverain, il est tout à fait libre de choisir avec qui il va parler, qui il va consulter. Mais je pense que s'il m'appelait pour que je sois consulté dans ce cadre-là, j'irai donc à sa rencontre. Et je pense que ce serait tout à fait légitime qu'il puisse entendre les gens qui réfléchissent comme moi, qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance de ce pays, qui n'ont jamais volé un centime de la République, qui n'ont jamais commis des crimes. Des gens, des technocrates qui veulent simplement que le Congo puisse être bien géré dans l'intérêt de tout le monde. Mais selon vous, Noël Tchani Bwanda-Mvita, quels peuvent être les objectifs à atteindre lors de ces consultations? Est-ce le partage du pouvoir ou soit la dissolution du Parlement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde la façon où l'ambiance politique était organisée, on avait un camp constitué du FCC et du CACH qui gérait le pays d'après un accord secret que personne ne connaît. Moi, je n'ai jamais vu cet accord-là et tout le peuple congolais a toujours dit nous ne sommes pas tenus de respecter un accord que nous ne connaissons pas. Maintenant, au terme de cet accord, il y a au niveau de l'Assemblée nationale ce qu'ils appellent la majorité parlementaire, c'est-à-dire constituée du CACH et du FCC. Et sur base de cette majorité parlementaire, il y a un gouvernement, un exécutif composé de 67 ministres, dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Si aujourd'hui on dit, le chef de l'État donc dit qu'il veut faire des consultations donc avec tout le monde, je pense qu'on remet tout sur la table. Au niveau déjà du Parlement, il y aura en quelque sorte recomposition de la majorité parlementaire. Mais parce qu'il y a des gens, j'arrive. Quel levier va-t-il utiliser pour j'arrive. Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui croient dans le chef de l'État et qui croient dans la sincérité de ce qu'il veut faire au sommet de l'État, dans l'intérêt de tout le peuple congolais. Ces gens-là, ils vont se retrouver autour du chef de l'État pour constituer ce que j'appelle la nouvelle majorité parlementaire qui pourrait comprendre, par exemple. Mais il y a ceux qui continuent à jurer fidélité de l'autre côté. J'arrive, je vais parler de ces gens-là aussi. Mais ceux qui croient dans le chef de l'État pourraient être, par exemple, l'UDPS, l'UNC, ça pourrait être le groupe de Bahati, ça pourrait être la force du changement que moi je préside, ça pourrait être l'ensemble pour le changement, ça peut être le MLC. Quand on met tous ces gens-là ensemble, ils ont déjà plus de 250 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ça deviendrait la nouvelle majorité parlementaire. Si on arrive à réaliser cet objectif-là au terme de consultation, automatiquement le gouvernement de Ilunga Ilunkamba tombe. Et en ce moment-là, il y aura un nouvel exécutif national qui est assis sur cette nouvelle majorité parlementaire. Mais il n'est pas exclu que les gens du FCC acceptent de venir dans cette majorité-là aussi. Ça veut dire par un débauchage, parce que dites-moi, comment est-ce que ça va se passer? Il va procéder par un débauchage. Je vais vous dire une chose. Dans le FCC, il y a des Congolais qui sont purement et simplement Congolais, qui veulent que le pays marche et qui réalisent que ça ne marche pas aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont prêts à quitter tout groupement politique qui empêche que le pays ne soit bien géré. Ils voudraient venir, je ne veux pas appeler ça débauchage, ils ont changé de conviction, ils viennent dans cette nouvelle dynamique aujourd'hui d'une nouvelle majorité parlementaire
qui va soutenir le chef de l'État, qui va travailler avec lui. La question s'y pose toujours, comment est-ce que le chef de l'État va y arriver? Parce que nous avons vu le ministre de l'Urbanisme qui a participé à la cérémonie de prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle, qui a assisté en tant que républicain, mais après, il a été exclu, si je peux dire sanctionné ou suspendu de sa plateforme. Et après, il réitère encore pour dire que, voilà, je jure fidélité à mon autorité morale. Donc, c'est un peu compliqué cette histoire. Moi, non, je pense c'est en rêve que vous êtes en train de vous dire que, non, voilà, ce n'est pas autant, reconstituer la majorité. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous savez, quand on est loyal à un pays, à un peuple, à la Constitution, on ne va pas demander qu'on puisse signer un engagement pour pouvoir montrer qu'on est loyal. Et on ne va pas jurer cette loyauté ou signer un serment de fidélité à une autorité ou bien à un pays ou bien à une constitution ou à un groupement politique parce qu'il y a quelqu'un qui vient avec un fusil qui met à la tête de la personne qui dit « tu dois jurer maintenant fidélité ». La loyauté, c'est quelque chose de très volontaire. Ce qui se passe à Kingakati, c'est une loyauté fictive. C'est-à-dire on intimide les gens, on les effraie. On leur dit qu'on vous donne des avantages matériels, des avantages financiers. On vous menace même de mort si vous n'acceptez pas d'adhérer à la vision de leur autorité morale. On vous menace de tout. Et par conséquent, les gens sont intimidés. Mais quand ils seront en mesure d'agir d'eux-mêmes en toute liberté, vous allez voir que la plupart d'entre eux, ils vont quitter. Et je voudrais vous informer que sur les 338 députés qui étaient convoqués à Kingakati, il n'y a eu qu'environ 180 qui se sont présentés là-bas. Les autres ne sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus dans ça. Ils ont déjà traversé la rue. Ils sont déjà avec le président de la République. Ils veulent se mettre du côté du peuple congolais. Espérons qu'ils ne sont pas aussi corrompus. Hein. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas corrompus. Mais je voudrais vous dire une chose, qu'il se dégage de plus en plus 2 camps aujourd'hui. Le camp qui est populaire, le camp qui est soutenu par la population congolaise, le camp du président de la République et l'autre camp. Ceux qui veulent rester dans l'autre camp pour travailler pour les étrangers, empêcher que le Congo ne puisse se développer, c'est leur affaire, c'est leur responsabilité. Mais je pense que la majorité de la population dehors là, elle soutient le président de la République et l'action qu'il essaye de mener au niveau donc du pays. Même si jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les lueurs d'espoir, c'est-à-dire on n'a pas encore vu des solutions aux défis réels auxquels nous sommes confrontés. Voilà, Monsieur Noël Tchani, moi d'Invita, la crise politique aujourd'hui a pour enjeu le contrôle, hein, c'est ce que nous observons hein, avec la petite analyse que nous avons faite. La crise politique aujourd'hui a pour enjeu le contrôle de la CENI et la haute cour. Cela ne présage-t-il pas des élections non crédibles en 2023? Il y a des problèmes de ce côté-là. Et je voudrais vous dire que la crise politique ou la crise qu'il y a aujourd'hui, je n'appelle même pas crise politique, j'appelle ça crise de gouvernance. La crise que nous avons aujourd'hui, c'est que l'ancien régime du président Joseph Kabila veut continuer à avoir la même mise sur des institutions qui lui ont assuré cette majorité fictive qu'ils ont au niveau des assemblées provinciales, au niveau des gouverneurs des provinces, au niveau des députés nationaux, au niveau des sénateurs. Donc, ils voulaient continuer à contrôler la CENI, mais également la Cour constitutionnelle. Et l'enjeu principal, c'est que Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, qui n'est plus éligible pour la présidence de la République, il veut se représenter aux élections présidentielles en 2023. Et quand il va poser sa candidature, il pensait qu'en gardant la Cour constitutionnelle sous son contrôle, cette Cour-là va lui faire encore allégeance comme il fait avec les députés nationaux aujourd'hui, pour que quand il va poser sa candidature, qu'on puisse déclarer simplement qu'il est éligible pour la présidence de la République. Mais ayant perdu le contrôle de la Cour, ce n'est pas que la Cour a basculé pour être sous le contrôle du président Fathi. La Cour devient de plus en plus indépendante. Non, quand la Cour échappe au contrôle de Joseph Kabila et qu'elle devient indépendante, ça veut dire que lorsque Kabila va poser sa candidature et la Cour indépendante va examiner ça, il va lui dire, monsieur, il faut savoir bien lire le français. La Constitution donc dit que vous pouvez être président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Vous avez fait 5 ans renouvelables une fois, vous n'êtes plus éligible pour la présidence de la République. C'est ça que la Cour constitutionnelle devra interpréter au terme de l'article de la Constitution. Maintenant, une fois qu'on s'est prononcé de cette façon-là, Kabila est dehors. Et quand il est dehors,
tous les troubadours qui sont en train donc de le suivre, ils sont perdus parce qu'ils n'ont plus donc des champions pour lesquels ils vont se battre et qui pourra protéger donc leurs intérêts. Donc on peut dire donc, de son côté, Félix Tshisekedi aussi prépare 2023. Bon, c'est tout à fait légitime, je ne connais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais c'est tout à fait légitime qu'il prépare 2023, mais il y a tout plein de candidats qui pourront se présenter en 2023, et en ce moment-là, je pense que le meilleur devra gagner. Mais ce que nous voulons faire, c'est faire respecter la Constitution et ne pas violer la Constitution au profit d'un ancien président. Et dans ce cas ici, il est très clair que Kabila est en train de tout faire pour intimider les gens, intimider les députés nationaux, intimider les sénateurs de façon à revenir. N'oubliez pas que le même groupe-là circule donc l'idée qu'il faudrait changer la Constitution pour que le président de la République soit élu simplement au suffrage universel indirect au niveau du Sénat. Nous disons non. Nous voulons que le président de la République continue à être élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par la population. Et avant même d'arriver à l'élection, nous voulons que la Constitution soit respectée, c'est-à-dire que les candidats qui se présenteraient devraient être tamisés par la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle ne va pas permettre à un Joseph Kabila qui a déjà passé 18 ans au pouvoir, pour quels résultats, et qui nous a laissé le pays le plus pauvre du monde, avec l'insécurité généralisée, avec des fosses communes partout, avec une monnaie qui n'a pas de valeur, avec une économie qui s'est transformée au service de la famille de M. Kabila. Et il ne va plus jamais revenir mettre ses pieds encore au palais de la nation comme président de la République dans ce pays. À l'étape où nous sommes, pouvons-nous dire que Joseph Kabila, qui est proche allié de Félix Tshisekedi, ne joue plus bien son rôle à ses côtés? Là, je parle de la personne. Je ne parle pas du FCC, mais je parle de la personne. Il est très clair que Joseph Kabila ne joue pas un bon rôle en tant qu'ancien chef de l'État. S'il jouait un bon rôle, il aurait encadré le nouveau chef de l'État de façon à le laisser libre de gérer le pays correctement, prendre des décisions qui s'imposent. Lui, il pouvait être là comme un conseiller. Mais apparemment, il ne joue pas ce rôle-là. Bien au contraire, il est en compétition avec le président actuel. On peut remarquer aujourd'hui, quand le président Félix va quelque part, Kabila va quelque part pour faire la même chose, pour attirer l'attention vers son côté. Quand la première dame va au Bas-Congo, l'ex-première dame prend le bateau des pèlerins en train de faire campagne donc à l'est de la République. C'est très clair que l'ancien président de la République ne veut pas laisser son successeur gérer le pays en toute indépendance, en toute liberté. Donc l'ancien président de la République, il est devenu un problème pour le pays, plutôt que d'être un bon conseiller qui accompagne le nouveau président de la République à réussir donc sa mission. Un élément gênant pour Félix Tshisekedi. Il est devenu très clairement un élément gênant. Voilà, Monsieur Noël Tchani, alors parlons toujours des consultations. De quoi peut attendre le peuple congolais de ces consultations sur le plan social? Moi, je pense que le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est que la gouvernance du pays n'est pas bonne. Et la gouvernance du pays, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, à lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Maintenant, les consultations ont pour ambition de changer la gouvernance, de mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, de ne pas limiter la gestion du pays aux deux groupes-là, FCC Cash, mais d'élargir le champ de recrutement de ceux qui peuvent gérer le pays à tout le peuple congolais et de sélectionner les meilleurs. Si nous arrivons à faire comme ça, nous allons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous allons maintenant faire fonctionner les institutions de la République. L'État devra fonctionner normalement avec la justice moderne qui fonctionne comme il se doit, avec l'armée, la police, les services de sécurité qui rendent la paix, la justice donc à l'ensemble de la population congolaise. Si nous faisons ces choses-là, il faudrait s'attendre à l'amélioration considérable de la mobilisation des ressources publiques, à l'augmentation du budget national et à l'affectation de ce budget accru à des activités, à des programmes différents de développement. Et dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que le social du Congolais s'améliore. Alors, on peut retenir que ce sont les recommandations que vous adressez au chef de l'État pour que ces consultations annoncées soient une réussite totale. Voilà. Oui, j'aurai des recommandations à faire. Si je suis invité aux consultations, j'aurai des recommandations donc à faire pour que on puisse améliorer. Quelques-unes sur le plan social aussi. Bon, ça c'est une façon liminaire, mais il faut qu'on réfléchisse correctement. Vous savez que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Si j'ai à rencontrer le chef de l'État, j'aurai à prêcher encore le plan Marshall. Prêcher le plan Marshall dans la mesure où nous devrons avoir une vision globale du développement du pays
qui adresse la résolution de ces défis de développement de façon méthodique, secteur par secteur, mais en ayant cet horizon temporel donc à long terme pour que le Congo sorte du sous-développement et devienne un pays émergent à l'espace d'un certain nombre d'années. Et pour cela, on doit rassembler tout le monde. On doit créer un environnement de paix et de sécurité. On doit investir dans les ressources humaines, l'éducation, la santé. On doit assurer l'autosuffisance alimentaire en développant l'agriculture, l'élevage et la pêche. On doit diversifier l'économie nationale pour que nos matières premières soient transformées localement en produits finis, produits semi-finis pour créer des emplois pour le peuple congolais. On doit mettre en place un système financier qui fonctionne, c'est-à-dire un système financier, qui permette d'une part à la Banque centrale de jouer son rôle d'autorité monétaire respectable et de donner au peuple congolais une monnaie qui serait la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national et de faire un système financier qui serait diversifié, c'est-à-dire un système financier dans lequel les Congolais auraient un mot à dire, non pas simplement comme gestionnaires, mais également comme actionnaires aussi dans les institutions financières. Si nous faisons ces choses-là, telles que proposées dans le cadre du plan Marshall, je ne vois pas d'autres issues que de donner au peuple congolais une gouvernance qui soit meilleure et qui aboutisse par l'amélioration des conditions de vie de tout le monde. Oui, Tchani, cette question me revient souvent. Vous avez souvent présenté votre plan Marshall et nous savons aussi que, ça il faut se le dire, que l'économie de notre pays est chaotique en ces moments. Votre plan pourrait redresser cette économie, la gestion de notre pays, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas écouté? Je ne dirais pas que je ne suis pas écouté. Et je dirais que les gens m'écoutent beaucoup. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître en disant « Ah, vous savez quoi? Cette idée-là, elle vient du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui viennent du plan, soit qu'on les prend sans l'avouer, soit qu'on essaie de les appliquer, mais parce qu'on n'est pas propriétaire du plan, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, on les applique mal. Je donne l'exemple. Dans le cadre du plan Marshall, j'avais préconisé l'accès de tous les Congolais, de tous les enfants congolais, à l'éducation de qualité. On a transformé cela en disant la gratuité de l'enseignement. Et moi, quand j'ai parlé donc de l'accès de tous les enfants congolais à l'éducation de qualité, vous savez, il faut avoir vécu une expérience. Mais la gratuité de l'enseignement, elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle, mais on ne l'a jamais appliquée. Moi, je vous dis que je suis le produit vivant, un exemple vivant de la gratuité de l'enseignement, de ce que j'appelle l'accès de tous à l'éducation de qualité. J'ai étudié à l'école primaire et secondaire dans des écoles publiques qui étaient financées par l'État. Je ne payais pas des frais de scolarité à l'école primaire et secondaire. S'il fallait payer, c'était 1 zaïre ou 2 zaïres. Ce n'était pas grand-chose. Quand je suis allé à l'université, le gouvernement du Zaïre m'a donné la bourse d'études, qui m'a accompagné dans les grandes universités à travers le monde. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à terminer le doctorat en sciences économiques à l'université de Paris-Neuf-Dauphine, après avoir fait MBA aux États-Unis, après avoir fait une maîtrise en sciences économiques à l'université de Liège, et je suis allé faire des études postdoctorales donc à Harvard. Donc je suis le produit vivant de la gratuité de l'enseignement. Quand je parle de ça, j'y crois sincèrement et je sais ce que ça implique. Sauf que ceux qui ont pris l'idée l'appliquent très mal. Ils n'ont pas bien préparé parce qu'ils n'ont pas réalisé que ça coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, telle que prônée par le chef de l'État, est mal appliquée par ceux qui sont supposés appliquer cette vision-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il faut simplement décréter tout l'enseignement est gratuit. Mais il faut remplacer les frais qu'on payait avant, que les parents payaient. Il faut les remplacer par des ressources budgétaires. Le budget de l'État est très faible. Oui, il n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'on avait avant de déclarer la gratuité de l'enseignement. Comment est-ce que vous allez financer ça? Moi, j'avais pensé qu'il fallait échelonner ça dans le temps. Échelonner cela dans le temps, c'est-à-dire que pendant les 5 premières années de la mise en œuvre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'avais pensé qu'on pouvait tabler sur un budget annuel de 20 milliards de dollars, année par année. Avec un budget de 20 milliards de dollars, vous êtes en mesure de financer la gratuité de l'enseignement pendant cette période-là. Mais avec un budget de 6,8 milliards de dollars que nous avons aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir réussir ce pari-là. D'où, je pense que si on veut réussir la vision du chef de l'État telle qu'il a annoncé, il faut qu'on mobilise les bailleurs de fonds pour au moins assurer le financement de la gratuité de l'enseignement pendant les 5 premières années. Et une fois qu'on aura atteint la vitesse de croisière dans la mobilisation des ressources intérieures, les bailleurs de fonds pourraient se retirer et ils vont laisser la place
au gouvernement congolais donc de prendre cette responsabilité-là. Mais décréter la gratuité de l'enseignement avant de s'assurer que les bailleurs de fonds sont là et avant de faire ce qui est nécessaire pour que les bailleurs de fonds nous accompagnent, je pense que nous sommes en train de nous tirer dans la patte. Je vais vous donner un exemple précis. Vous avez entendu le Fonds monétaire international qui dit qu'on est en train de préparer un programme pour accompagner le gouvernement de la RDC. Mais le Fonds monétaire international a posé un certain nombre de conditions. Ces conditions sont lesquelles? La première des conditions, il fallait présenter un budget réaliste. Ça veut dire qu'on nous insultait en réalité. En nous disant, vous présentez un budget de 11,8 milliards de dollars, vous n'êtes pas réaliste, vous n'aurez jamais cet argent-là. Maintenant, on a réalisé une réduction sensible à 6,9 milliards de dollars. Je pense qu'on a fait un progrès considérable déjà pour être réaliste dans l'inventaire des ressources publiques que nous pouvons mobiliser par rapport aux dépenses publiques que nous pouvons engager. Deuxième élément, on a dit qu'il faut restructurer la Banque centrale du Congo. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire restructurer la Banque centrale du Congo. Le Fonds monétaire a dit qu'il faut renouveler le conseil d'administration de la Banque centrale, qu'il faut parlant aussi... de la Banque centrale, il y a aussi le gouverneur qui a été interpellé. J'y arrive, je vais parler de ça. Maintenant, lorsque le Fonds monétaire dit qu'il faut renouveler le conseil d'administration de la Banque centrale et renouveler les commissaires aux comptes, ça va plus loin. C'est une institution internationale. Ils ne vont pas vous dire, vous êtes des idiots, vous devez révoquer votre gouverneur de la Banque centrale. C'est une façon polie de vous dire, changez la haute direction de la Banque centrale, c'est-à-dire le gouverneur, les vice-gouverneurs, mettez les nouveaux membres du conseil d'administration, nommez de nouveaux commissaires aux comptes, recommencez à zéro. Parce que la Banque centrale du Congo aujourd'hui, il n'a aucune crédibilité. Vous avez parlé tout à l'heure du gouverneur qui est interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai, il est interpellé pourquoi? Pourquoi? Parce que son rôle, le rôle de la Banque centrale dans la gestion de la crise de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, la BIAC, le rôle a été néfaste. Ils ont pris la banque d'assaut en 2016 en disant « Nous allons mettre l'administration provisoire composée des gens de la Banque centrale, nous allons restructurer la banque et nous allons trouver des repreneurs, des investisseurs qui vont reprendre le contrôle de la banque. » Après 4 ans de gestion, ils disent maintenant que nous allons liquider la banque. Ils ont échoué. Comment est-ce qu'une banque centrale en arrive à ce point-là? Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc, c'est ça que le Fonds monétaire donc dit, on ne peut plus faire confiance à cette équipe-là. Pensez-vous relever les défis une fois à la tête de la Banque centrale? Pardon? Pensez-vous relever les défis une fois, un jour, à la tête de la Banque centrale? Si j'étais appelé à prendre cette place-là, je ferais un meilleur travail que ceux qui sont en train de faire. Vous la convoitez aussi? Non, je vais vous dire que je convoite beaucoup de choses dans ma vie. Je convoite être président de la République, je convoite être Premier ministre, je convoite être gouverneur de la Banque centrale, je convoite être ministre des Finances, je convoite être balayeur devant le palais de la Nation, je convoite être nettoyeur. Vous convoitez les tout alors? Je convoite tout. Si on me demande de jouer un rôle dans mon pays, je le ferai. Pourquoi? Parce que ça va contribuer à aider mon peuple, à mon pays, ou bien mon pays à se développer. Donc, et je pense que tout Congolais devrait avoir cette ambition légitime-là de contribuer au développement du pays. Donc, je peux dire aujourd'hui que nous ne faisons pas ce que les bailleurs de fonds nous demandent de faire pour qu'on vienne avec des aides budgétaires importantes. Et si nous ne faisons pas ces choses-là, comment voulez-vous financer la gratuité de l'enseignement? Voilà, puisque nous parlons toujours économie, nous allons aller rapidement dans ces dossiers du doublement de la monnaie, du franc congolais. Il y a des billets, je ne suis pas du domaine, mais quand même, j'ai entendu l'information, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées, que nous avons suivies sur une radio de la place. Il y a des billets qui vont vers Lubumbashi, qui sont réutilisés en lieu et place des fabriqués de nouveaux billets. Alors, votre lecture par rapport à tout ceci? J'ai suivi, c'est une enquête qui a été publiée ce matin par RFI, Radio France Internationale. Et je voudrais saluer l'engagement de cette radio-là, et particulièrement la journaliste Sonia Rollet qui a fait l'enquête et qui a diffusé l'information d'après laquelle les services de la Banque centrale, lorsque ils collectent les billets des banques vétustes qui sont impropres et qui doivent être incinérés, détruits, au lieu qu'on les détruise, il y a des gens qui les réinjectent dans l'économie. Ceci a des conséquences. Pourquoi? Parce que quand on a sélectionné des billets impropres
on imprime des nouveaux billets pour les remplacer pendant qu'on détruit les anciens billets qui sont impropres. Mais si on a imprimé des nouveaux billets et que les anciens billets qui sont supposés être détruits sont réinjectés par les agents de la Banque centrale de façon frauduleuse dans l'économie, on aboutit à plusieurs conséquences. La première des conséquences, c'est au doublement de la masse monétaire. C'est-à-dire que quand on avait prévu, je donne l'exemple pour simplifier des choses, 1000 billets de banque de 10 000 francs congolais qui devaient être détruits. On a fabriqué de nouveaux billets, la même quantité, pour remplacer les anciens billets. Si vous ne détruisez pas ceux qui devaient être détruits, vous avez imprimé de nouveaux billets et vous gardez les anciens billets de la même quantité. Vous avez doublé la masse monétaire. La conséquence donc de cela, c'est que l'augmentation considérable de la masse monétaire amène la dépréciation des taux d'échange parce qu'il y aura trop de billets de francs congolais contre un petit matelas de devises étrangères. Donc, dépréciation du franc congolais. Et quand il y a dépréciation du franc congolais, étant donné que la plupart des biens de consommation que nous avons, même les biens d'équipement, sont importés de l'extérieur. Ça veut dire que les prix à la consommation vont augmenter considérablement, d'où l'inflation. Et quand il y a inflation, c'est que ça veut dire aussi que le pouvoir d'achat de la population baisse. Et que faut-il faire pour stopper l'hémorragie? Pour stopper l'hémorragie, il faut mettre à la porte la haute direction de la Banque centrale qui est accusée de ces choses-là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut mettre à la porte la haute direction de la Banque centrale, je veux dire le gouverneur, le vice-gouverneur, et j'irai très loin parce que les membres du conseil d'administration, leur mandat ont expiré depuis très longtemps. Il faut renouveler, comme l'a recommandé le Fonds monétaire international, tout le conseil d'administration de la Banque centrale, en plus de la haute direction de la Banque centrale, et nommer de nouveaux commissaires aux comptes et redonner à la nouvelle équipe des moyens de pouvoir avoir une stratégie de restructuration de la Banque centrale et de réforme de la monnaie pour qu'on puisse donner au peuple congolais une monnaie, le franc congolais, qui soit crédible, qui ne soit pas celle que nous avons aujourd'hui, qui est devenue la monnaie de singe. Voilà, Noël Tchani, nous arrivons déjà rapidement vers la fin de notre émission. Dans l'actualité, il y a aussi la déclaration de Moïse Nyarugabo. C'est Nyarugabo. Faites un peu une lecture de cette déclaration en tant que citoyen congolais. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces genres de déclarations? Honnêtement, j'étais très choqué quand j'ai entendu les propos du ministre, il est sénateur, je crois, du sénateur Moïse Nyarugabo. J'ai trouvé que ce sont des menaces très sérieuses à l'égard d'abord du député national Moïndo Zangui qui a interpellé Azarias Ruberwa. Mais au-delà de cela, ce sont des menaces à l'égard du peuple congolais. Parce qu'il dit, nous allons mourir ensemble, nous allons vivre ensemble comme des frères, ou si vous ne voulez pas, nous allons mourir ensemble. Ce sont des menaces très sérieuses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de langage-là. Parce que ce groupe-là, ce sont des gens que nous avons accueillis dans notre pays, qui sont venus comme des réfugiés, à qui nous avons donné la nationalité pour leur faciliter la vie donc, en République démocratique du Congo. Et maintenant, ils ont eu la nationalité, ils veulent prendre nos terres, ils veulent maintenant nous menacer sur notre propre territoire national. Moi, je pense qu'il est allé trop loin. Et je voudrais demander à la justice congolaise de regarder dans ces propos de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que Moïse Nyarugabo et Azarias Ruberwa font partie de ce groupe de personnes qui nous ont amené des rébellions meurtrières et qui ont fait tuer beaucoup de Congolais. Donc nous n'avons pas besoin de vivre la même expérience aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous taire en tant que Congolais parce que nous sommes menacés par ce groupe-là, des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus prendre la nationalité congolaise, se faire prendre pour des Congolais, mais se comporter comme des gens qui sont des étrangers. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je demande à la justice congolaise, de faire tout ce qu'il faut pour protéger le député national Moïndo Zangui, mais deux, aussi, de neutraliser ce groupe-là pour qu'il ne puisse pas poser des menaces sécuritaires à l'ensemble de la population congolaise et surtout à l'intégrité territoriale de la RDC. Voilà, merci beaucoup Monsieur Noël Tchani, Mouadian Vita, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous reviendrons toujours vers vous pour vous consulter, pourquoi pas. Vous savez, la force du changement,
c'est cette nouvelle force politique qui est ouverte à tout le monde, qui partage des idées avec tout le monde. Quand vous avez des idées à partager, vous sollicitez notre avis, nous sommes toujours disponibles et à votre disposition. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous Monsieur Noël Tchani Mwadavita, avec qui nous avons abordé les questions d'actualité politique de notre pays. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'échange citoyen sur Nouveau Congo Télévision. Au revoir.